Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Sarah Allard pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes, comment apprivoiser nos émotions négatives et muscler notre confiance en nous et en la vie. Diplômée en management et en psychologie, Sarah Allard est consultante, autrice, conférencière spécialisée en psychologie positive et bien-être holistique. Curieuse et passionnée, elle aime explorer toutes les disciplines et pratiques qui contribuent à améliorer notre bien-être. La psychologie, les neurosciences, la spiritualité, les médecines alternatives. Sarah est autrice du best-seller Sunday, Monday, Happy Days. 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7, qui vient tout juste de sortir en format poche chez Larousse. Elle est aussi l'autrice de I Feel Good, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives, publié chez Larousse. En bref, Sarah est une exploratrice, une activiste du bien-être. Elle aime cheminer, expérimenter, créer, partager et surtout incarner sa devise, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors bonjour Sarah et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci beaucoup et bonjour à toutes les auditrices. Alors, dans ton livre Sunday, Monday, Happy Days, tu nous donnes des clés pour être heureuse 7 jours sur 7. Est-ce que c'est possible d'être heureuse tout le temps et est-ce même souhaitable? Alors 7 jours sur 7, l'idée c'est vraiment pas, attention, du 24 heures sur 24 et en permanence et on va en parler, c'est très important, merci pour cette question. L'idée c'est de cultiver une forme de bonheur profond et durable et de se souvenir que chaque jour, les émotions positives, on a tout intérêt à les cultiver, même si on est traversé par tout un tas d'émotions et qu'évidemment on aura des émotions dites négatives et désagréables, mais on a aussi le pouvoir de cultiver intentionnellement toutes ces émotions positives qui sont extrêmement bénéfiques pour notre santé, notre bien-être, nos relations, notre travail, tous les domaines de notre vie. Hmm. Alors, j'ai envie qu'on reprenne un petit peu les bases. C'est quoi une émotion? Alors une émotion, c'est finalement un phénomène assez complexe puisque c'est multifacette. Dans une émotion, il y a un ressenti, je sens que j'ai peur, mais il y a aussi une activation neurologique. Par exemple, dans le cas de la peur, c'est l'amygdale qui va s'activer. Il y a une activation physiologique. Il y a des phénomènes biologiques qui vont se passer. Il peut y avoir des pensées, des incitations à l'action. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Mais pour faire simple, on peut dire qu'une émotion, c'est une décharge électrique et chimique qui est déclenchée par un stimulus. Et voilà, c'est ça finalement une émotion. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'une émotion, c'est surtout une information. Et donc finalement, même si on parle en psychologie des émotions positives et négatives, en réalité, il n'y a pas de mauvaises émotions. Et ça, c'est vraiment important. C'est normal d'être traversé par tout un tas d'émotions, y compris les émotions dites négatives. Simplement, il faut les voir pour ce qu'elles sont, des informations. Donc quand j'ai une émotion négative, c'est un peu comme un panneau, stop ou attention qui me dit, attends, là, il y a quelque chose, arrête-toi, et il y a un problème, quelque part, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, et donc il y a besoin de changer quelque chose pour retrouver mon bien-être. Donc finalement,
En soi, être traversé par des émotions tout au long de la journée, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est quand les émotions négatives ont tendance à s'installer et qu'elles vont devenir peut-être parfois un peu permanentes. Au début, ça devient un sentiment, une humeur, et puis ça finit par faire partie de notre personnalité. Et donc, c'est là qu'effectivement, c'est important de réussir à ne pas rester trop longtemps dans des émotions négatives, surtout si elles sont en plus intenses. Je dis souvent il n'y a pas d'émotions négatives, mais il y a des émotions plus difficiles à vivre. Il y a des émotions Exactement. plus désagréables, en fait, plus inconfortables. Absolument, absolument. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elles peuvent devenir toxiques au bout d'un moment si on n'arrive pas à les gérer correctement. Et ça, c'est un vrai apprentissage et on n'a pas appris ça à l'école, malheureusement. Et donc ça, c'est un travail. Et moi, je travaille beaucoup sur ces sujets-là aussi pour moi, parce que je suis une grande émotive, grande sensible, avec plutôt un terrain anxieux à l'origine. Donc ça a été un travail vraiment important pour moi de travailler sur ces émotions pour pas me laisser envahir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a tous intérêt à apprendre. Oui, et c'est vrai qu'on ne sait pas. Souvent, c'est ça le problème, c'est que quand on a, tu dis une émotion, je sais plus comment tu as dit, mais c'est une réaction qui est créée par un stimulus. Enfin, il se passe quelque chose, Ouais. et cette chose se passe et on réagit. Il y a une réaction, il y a quelque chose. Donc, il y a une émotion qui émerge, et souvent, on ne sait pas quoi faire de cette émotion. Enfin, quand elle est positive, on sait quoi faire. On rigole, on sourit, on prend les gens dans les bras, voilà, une émotion, le bonheur, la joie, la satisfaction, la fierté. Ça, en général, on arrive relativement bien à On la vit. ressentir, à Ouais. la vivre, voilà. Ouais. Mais la colère, le ressentiment, le désarroi, la déception, ben souvent, on ne sait pas. On ne sait pas. Déjà, je suis curieuse de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? D'où ça vient, le fait qu'on ne sait pas vivre ces émotions? Déjà, je pense qu'on ne nous a pas appris, en fait, ça Mhm. s'apprend. Et en même temps, quelque part, plutôt, on nous a désappris. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on a finalement les enfants beaucoup à nous apprendre sur les émotions. Ils ont un comportement qui est plutôt très sain. Ils vont avoir d'un coup une grosse émotion, donc cette espèce de montée en charge comme ça. Et puis, ils vont décharger tout de suite. Ils vont se mettre à hurler, à taper des pieds, à pleurer très fort. Et donc finalement, l'émotion, elle a besoin absolument d'être déchargée, l'émotion négative. Donc les enfants, ils font ça très bien. Et puis après, socialement, on leur dit, non, il faut que tu sois sage, il faut pas que tu pleures, il faut que tu ne sois pas triste. Et donc on nous désapprend finalement à gérer ces émotions de façon naturelle pour des raisons sociales. Donc finalement, il faut réapprendre. Voilà, on nous dit, mais c'est bon, tout va bien, c'est rien, fais pas ton bébé. À 7 ans, on nous dit, moi je me souviens de mes 7 ans, où on m'a dit, alors je ne pense pas que ce soit mes parents qui m'aient dit ça, mais plutôt la voisine ou des gens comme ça, hein, qui m'ont dit, ah ben voilà, maintenant tu as l'âge de la raison. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu peux plus. Et ne pas être raisonnable, ça voulait dire crier, pleurer ou avoir justement trop d'émotions, en fait. C'était un Mhm. peu, voilà, maintenant ton côté émotionnel et tout ça, tu vas le mettre de côté parce qu'il faut être. Tu es quelqu'un de raisonnable maintenant et donc tu comprends que tu peux pas tout avoir et tu comprends que, en fait, tu acceptes de ne pas être satisfait ou de pas être d'accord. C'était un peu ça, en fait, le message de l'âge de la raison. Exactement. Et moi, j'ai eu une expérience personnelle qui est vraiment assez forte, mais j'ai envie de la partager parce que j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 8 ans. C'était vraiment ma grand-mère adorée. Et je me souviens qu'au moment où ma mère m'a annoncé le décès de sa maman, du coup, elle m'a dit, mais tiens, j'ai un cadeau pour toi. Et surtout, voilà, sois pas triste. Mhm. Et en fait, elle a fait ça avec les meilleures intentions du monde. Je lui en veux pas du tout. Et c'est pas la seule maman, évidemment, à avoir réagi comme ça. Mais du coup, elle a empêché ma tristesse de s'exprimer. Et le résultat, ça a été que il a fallu des années de thérapie pour que je fasse le deuil de ma grand-mère. Parce que ces larmes, elles n'ont pas pu sortir. Parce qu'il fallait pas, je sentais bien, il fallait pas que ça sorte. Il fallait pas faire de peine. Il fallait pas que ça sorte. Et donc, ce soit pas triste. Aujourd'hui, on est dans cette société, et je pense qu'on a été élevé comme ça, je ne suis pas la seule. On est aussi dans une société où je me sens pas bien, je prends un médicament. Je suis un peu déprimée, je vais aller m'acheter un truc très cher qui va me remonter le moral. Un enfant voilà, qui pleure, va tout de suite lui dire, arrête de pleurer, sois pas triste, tiens, je te donne ça, ça va aller mieux. On va lui acheter une glace. Enfin, voilà, on est beaucoup dans cette réaction pour surtout que l'émotion ne s'exprime pas.
Et donc, on est vraiment beaucoup dans la répression. Et ça, c'est vraiment terrible. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de militer contre ça parce que les effets sont dévastateurs à terme. Parce qu'une Mhm. émotion qui ne s'exprime pas, elle s'imprime en nous. Et après, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long de Mhm. se libérer de tout ça. Donc, je pense que Ben, c'est un nouveau réflexe d'accueillir à la fois ses émotions et celles des autres dans un accueil, dans un pur accueil en fait, et accepter de la vivre, l'émotion. C'est ce mhm. feeling what you're feeling. Ressens ce que tu es en train de ressentir. Et parfois, c'est dur, c'est inconfortable. Et moi, la première, je voudrais que tout le monde soit heureux tout le temps et être heureuse tout le temps. Mais en fait, déjà, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Et pour être heureuse, profondément heureuse, on a besoin de leur faire de la place à ces émotions. Donc, la bonne réaction et peut-être le plus important, c'est vraiment de se dire, OK, là, je vais me poser avec mon émotion ou avec mon stress. Je vais le regarder, je vais le vivre. Pourquoi, pourquoi c'est important de les vivre, ces émotions, si elles sont désagréables et si elles sont inconfortables? Pourquoi c'est important de les vivre et de se laisser traverser? En fait, si on n'accepte pas de les vivre et si on passe tout de suite dans OK, je veux m'en débarrasser, ça va résister. Déjà, ça va pas marcher. Tout simplement, elles vont durer beaucoup plus longtemps parce qu'on c'est comme si on essayait de s'opposer à une vague. Enfin, c'est vraiment un espèce de phénomène euh, presque physique. Enfin, ça peut pas fonctionner. Et on est toujours dans la résistance. Et ça finit par s'imprimer. C'est surtout ce message de ça s'imprime dans le corps, avec toutes sortes de problèmes, de maladies psychosomatiques, etc. Et puis surtout, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas. Parce que une émotion, elle a besoin d'être entendue. C'est un message. Donc si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas le temps de l'accueillir, eh bien, elle va revenir plus fort, en fait, pour dire, mais tu m'as pas entendu, là, je vais revenir encore plus fort, alors maintenant, je vais m'exprimer peut-être dans ton corps et je vais te gâcher la vie jusqu'à ce que tu m'écoutes. Donc, Mhm. c'est vraiment ce Je dis réflexe, souvent, après avoir vécu. Ouais, je dis souvent que ces émotions qui ne sont pas exprimées, qui n'ont pas été vécues, qu'on n'a pas laissé, qu'on n'a pas vécu, on n'a pas laissé ces émotions nous traverser, on ne les a pas laissées nous informer, on s'est pas accordé la permission de vivre ces émotions. Finalement, elles nous hantent. c'est ça. Elles restent là, et puis elles prennent même le contrôle de notre vie. J'aime bien cette idée aussi de, une fois qu'on les a accueillis, qu'on les a vécus, qu'on a regardé comment ça se passait dans le corps, qu'est-ce qui se passe, de leur donner le micro. Moi, j'aime bien cette image. C'est ce que je fais. Moi, je dis, OK, je te donne le micro. Donner le micro à l'émotion ou donner le micro à cette partie de nous qui ressent l'émotion. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et juste de se poser et d'écouter. En fait, après, déjà, ça redescend d'un cran. Parce que cette émotion, c'est juste un message qui a besoin d'être écouté et entendu. Donc déjà, ça permet de redescendre d'un cran. Et après, quand on a le message, ben, on comprend qu'il y a un besoin non satisfait, qu'il y a une action à mener. Et donc, Mhm. on peut continuer à agir et mener cette action et ensuite réguler l'émotion. Mais la première étape, vraiment, c'est de ressentir, même 5 minutes, hein. Parfois, on n'a pas le temps parce qu'on est touché. En fait, on est au travail, on est en réunion, c'est pas le moment de pleurer pendant 5 minutes. Mais à ce moment-là, on s'y reconnecte le soir et on se dit, attends, là, il y a un truc qui m'a traversé, j'ai besoin de m'y reconnecter. Et là, on laisse. Et si on a besoin de pleurer pendant 5 minutes, 10 minutes, ben, on le fait. Et ça fait du bien. Et si on a besoin de trouver d'autres moyens de se libérer parce que c'est plus de la colère, enfin, et ben, on va aller peut-être crier, taper, crier dans un coussin si on veut être socialement acceptable. On va aller boxer, on va aller faire du shaking. Enfin, il y a tout un tas de rituels que l'on peut faire pour décharger. Parce qu'une émotion négative, elle a vraiment besoin d'être déchargée. Et pour décharger de la décharge physique, c'est quand même, je pense, essentiel. En fait, on devrait tous avoir un rituel. Moi, je le fais presque une fois par jour, en fait, un rituel de shaking le soir. Parce qu'il y a forcément des tensions, des stress qui ont été dans la journée ou des personnes qui nous ont contaminés, hein. Il n'y a pas besoin forcément de grand-chose hein, pour avoir un peu de stress. Mhm. Donc, on arrive tous à la fin des journées avec un certain degré de stress. Donc, se libérer, ça fait énormément de bien. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que je crois que ce qui nous bloque, c'est que on n'a pas de boîte à outils ou de moyens de libérer et d'exprimer ces émotions qui sont saines. Et en fait, on a peur en fait de ces émotions parce qu'on a peur d'attaquer les autres ou de déranger les autres. Ou il y a toute cette peur de bah, cette émotion, elle a envie de sortir et elle va sortir d'une manière qui va faire du bruit. Et donc, comment, Mhm. voilà, soit je vais pleurer, soit je vais crier, soit je vais, et je veux pas.
je veux pas faire du mal aux autres, ou je veux pas déranger les autres, ou je veux pas qu'ils s'inquiètent de moi, ou je veux pas. Donc on s'inquiète tellement de ce que les autres pourraient en penser, ou de comment les autres pourraient être affectés par le Mm, fait qu'on exprime cette émotion ou qu'on laisse cette émotion nous traverser, que du coup, bah, on le fait pas, on la met bien mm, au fond de nous, on l'enferme, on met le couvercle dessus, et puis on se dit, bah voilà, toi, je peux pas t'exprimer en fait, parce que si j'exprime ça, ça risquerait de déranger ou je risquerais d'agresser ou les autres pourraient s'inquiéter. Et donc, c'est mm, ça, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas on n'est pas équipé de manière saine, de technique ou de ressources sur qu'est-ce que je fais de cette émotion. mm. Comment Et je... ça, vraiment, ouais, on peut avoir une boîte à outils. Moi, j'ai ma boîte à outils. Il y en a, enfin, que je partage aussi. Je partage dans le livre aussi. Il y a plein de choses. Par exemple, moi, le breathwork, donc toutes les techniques de respiration, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup aussi de oui, crier dans un coussin. Ou parfois même crier en vrai. Parfois, mes voisins doivent se demander ce qui se passe, mais c'est pas grave. Euh, Ça m'aide beaucoup aussi, donc le shaking, hein. Une gazelle qui se fait poursuivre par un lion et qui échappe au lion, qu'est-ce qu'elle fait? Bah déjà, elle a commencé à décharger en courant son stress, mais finalement, elle va trembler, elle va se remuer comme ça, se secouer pendant quelques instants, et ça, elle finit de décharger son stress. Ça, c'est un rituel très sain que je fais aussi beaucoup d'ailleurs en famille avec les enfants. C'est simplement on se secoue comme ça sur une musique un petit peu tribale ou Mhm. énergique ou Shake It Off de Taylor Swift, enfin quelque chose qui donne envie de se secouer en imaginant avec cette intention. C'est très important dans tous les rituels comme ça de libération d'avoir une intention de libération. Ça peut être, je vais à mon cours de Zumba, mais j'ai cette intention que là, je vais lâcher ma colère, mon stress, je vais boxer. Boxer, la boxe, c'est super pour ça aussi. Même la boxe thérapie qui se développe. Taper du pied, taper des pieds. Et en fait, on peut le faire comme un jeu. Moi, je l'explique, mes enfants, ils me voient faire ça. Et en fait, je leur dis, mais voilà, c'est juste, ça me fait du bien, je décharge, et vous aussi, déchargez, enfin, déchargeons tous. Et si parfois on pleure, on pleure devant les enfants, je me dis, c'est bien de pleurer devant mes enfants, parce que moi, j'ai jamais vu mes parents pleurer. Et en fait, là, ce que je leur montre en incarnant ça, c'est qu'on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, et on a le droit d'exprimer ses émotions. Et parfois, de hausser la voix, oui, je le fais. Et même parfois, ça va m'arriver de crier, alors qu'avant, ça m'arrivait jamais. Parce que, comme tu dis, je me disais, non, il faut surtout pas que je crie. Mais parfois, ça m'arrive, parce que parfois, vraiment, ça dépasse les limites. Et je pense que c'est important de le faire. Alors, ils n'aiment pas, mais ils comprennent aussi les limites et ils comprennent que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis après, je vais me calmer aussi, parce que... Mais tout ça, avant, je m'interdisais ça. Je Ouais. râlais jamais, etc. Donc, tu vois, alors, je sais que l'idée, c'est pas de râler, mais quand même d'exprimer et parfois d'exprimer son mécontentement. Et on a le droit parfois aussi de crier, hein. C'est toutes les limites de la parentalité positive qui peut être un peu trop poussée à l'extrême parfois Ouais. et nous empêcher d'exprimer nos émotions. J'ai vécu une anecdote il n'y a pas très longtemps. J'étais chez une de mes amies qui habitait avec des colocataires et je me suis fait mordre par le chien. Il y avait un chien qui était là et je me suis fait mordre. Et c'était pas, j'étais pas, il m'a pas arraché la peau, mais il a quand même mis ses dents dans ma jambe et ça a été un choc émotionnel et tout ça. Et je me suis retrouvée dans la chambre et donc tout le monde était un peu inquiet. Il y a une part de moi qui avait vraiment envie de dire non mais c'est bon, ça va, il m'a pas arraché la peau, c'est bon, tout va bien et vraiment prendre sur moi parce que ça, je voulais pas faire non plus tout un pataquès, je voulais pas être la drama queen, je voulais pas, j'étais chez mon ami, je voulais pas qu'elle ait des problèmes avec ses colocataires. Enfin bon, il y avait toute une histoire. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit ok, il y a le côté de je vais pas être la drama queen, mais il y a le côté quand même que je viens de me faire attaquer par un chien. Et je sentais quand même que j'étais traumatisée, qu'il y Mais avait, oui. mon corps a eu très peur. Je me suis fait attaquer par un chien qui m'a... Et donc, mon ami m'a pris dans les bras et là, j'ai fondu en larmes. Et en fait, toute la journée, plusieurs fois, j'ai pleuré et j'arrêtais pas de lui dire, je disais, mais tu sais, je vais bien, t'inquiète pas, je Mm. suis juste engagée à ce que ce trauma ne reste pas dans mon corps. Je Mm. veux pas me trimballer ce trauma pendant des années. J'ai envie qu'il sorte en fait. Et j'ai Mm. envie que toute cette peur qui s'est catalysée dans mon corps en fait, je veux qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse sortir. Mais c'est Et génial. voilà. Et j'ai senti ce moment où je me suis dit ah ben non non non, faut que tu restes composé, ça risquerait de déranger. Tu veux pas être la drama queen, un peu ce conditionnement, hein. Euh, tu veux pas faire de scandale, tu veux pas faire machin. Et parce que j'avais analysé le fait de si tu pleures, c'est que tu fais un scandale. Non, pas du tout.
Tu es juste en train de, tu peux tout à fait dire aux gens, c'est OK, mais j'ai besoin de pleurer, quoi. Exactement, et expliquer que tu as besoin de ça, en fait, ça permet de tout de suite dédramatiser, que les autres se disent, bon, ok, elle a besoin de ça, mais c'est bien qu'elle pleure. Et puis, Mhm. du coup, ça donne l'exemple aussi. Et eux, quand ça va leur arriver, ils vont peut-être se dire, tiens, si je faisais comme Christine, et que Ah, je me laissais aller aussi à pleurer, parce que, en fait, ça va me faire du bien et ça va éviter que je me traîne ça pendant des années. mhm, mhm. Alors, je voudrais refaire le lien avec J'arrête de râler parce que c'est vraiment ce chemin que j'ai fait, moi, quand j'ai décidé d'arrêter de râler. Il y a des personnes qui me disent, ah ben alors maintenant, non seulement il faut qu'on se coltine tout, mais en plus, il faut qu'on se la ferme parce qu'on peut plus Mm. râler. Et je dis, ah non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout la démarche. La démarche, c'est pas de mettre ses lunettes roses et de prétendre que tout va bien et justement de ne pas exprimer nos émotions parce que maintenant, il faudrait être encore plus. C'est pas une injonction à être positive. Au contraire, c'est une invitation. Enfin, moi, ce que j'ai appris, c'était une invitation à écouter, à faire face à ces irritants. Quand je suis irritée, quand je suis agacée, quand je suis déçue, quand je suis fatiguée, quand je suis énervée, ben, plutôt que de râler sur les autres, parce que moi, ce que je remarquais, c'est que comme je ne savais pas quoi en faire de ces émotions désagréables, ben, je les balançais sur les autres et je pointais du doigt les coupables. Et en fait, je passais ma vie avec ma lance incendie à pointer du doigt les coupables de tout ce qui était désagréable plutôt que de regarder ce qui était désagréable et te dire, OK, ben en fait, là, Christine, il y a plein de trucs dans ta vie en ce moment qui te font souffrir, qui t'énervent, qui t'agacent, qui te fatiguent. Et d'ailleurs, c'est justement parce que tu n'arrives pas à être entendu que tu râles encore plus. Et puis je dis, ben non, regarde en face ces choses-là et laisse-toi traverser, parce que comme tu disais, une émotion, c'est une information. Mm. Et donc, plutôt de transformer mon émotion en une accusation, j'ai commencé à regarder mes émotions comme une information. Et je me suis dit, Ça Christine, change tout. ça change tout. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu... Alors, il y a des moments où il a fallu que j'apprenne à changer des choses dans ma vie. Ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais pas à quel moment tu disais ça, mais tu disais les émotions, quand on ne les vit pas, il y a une espèce de résistance à l'intérieur de nous. On se retrouve Mm. à résister. Moi, c'est ça, je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Mm. Et c'était comme ça parce que justement, je ne savais pas vivre ces émotions, je ne savais pas exprimer ces émotions. Donc, il y avait tous ces trucs désagréables dans ma vie et moi, je faisais comme s'ils n'étaient pas là ou alors je balançais ma lance à incendie et je transformais ça en accusation. D'accord? Donc, Oui. Ouais. quelles sont les étapes en fait pour accueillir nos émotions? Donc les étapes, je dirais que la première étape, c'est vraiment d'essayer d'identifier assez vite, même le plus rapidement possible, qu'on est traversé par une émotion. Et donc ça peut être les bons indicateurs, ça c'est notre corps, c'est nos sensations déjà. Ça se crispe, nos battements du cœur s'accélèrent, on sent que notre mâchoire est complètement tendue, on arrête de respirer, enfin, il y a des choses comme ça. Le corps, c'est vraiment un GPS très intéressant pour les émotions et il ne ment pas. Donc moi, si je dis je suis pas du tout stressée et qu'en fait je sens que je suis toute tendue de partout, non, c'est pas vrai. Ensuite, nos comportements aussi peuvent nous aiguiller. Si je commence à crier sur mes enfants alors que normalement je le fais pas, je commence à être désagréable avec mon mari, avec je sais pas des collègues, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc plus on identifie rapidement, plus ça va être gérable en fait, parce qu'après ça va faire un effet boule de neige, ça risque de devenir très compliqué. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va la vivre. Si on peut, si on est dans des conditions safe pour le faire, on s'autorise à la vivre. On s'autorise à juste observer, un peu comme une maman le ferait avec son enfant de façon inconditionnelle, en se disant OK, je suis là pour toi, j'observe, j'accueille. Et donc on observe ce que ça fait dans notre corps surtout, qu'est-ce qui se passe, sans essayer Et forcément de là, souvent, comprendre. on a peur. Moi, je remarque que souvent, il y a une peur là de se dire, ah, mais où est-ce que ça va m'emmener Ah oui, de c'est sûr. d'être triste? Où est-ce que ça va m'emmener d'être en Ouais, colère? Où est-ce que ça va m'emmener de laisser le trauma de ce chien qui m'a attaqué ouais, me traverser? ouais. On a peur Ça, que ça nous emmène c'est la trop phase où on loin. résiste. Là, on Mhm. résiste à fond parce qu'on a cette tendance à réprimer, réprimer, réprimer. On l'a toujours fait et on nous a appris à le faire et on nous a renforcés dans ce comportement. Donc, mais pourtant, c'est le plus important. Donc là, il faut un peu se forcer à s'extraire du monde, peut-être à un moment, pour rentrer en soi et vraiment accueillir cette émotion et les sensations qui sont liées et accepter de les vivre. Même quelques minutes, hein, même 5 minutes, enfin, ou même 2 minutes en fait. C'est juste cette étape-là qu'on a tendance à sauter tout le temps pour aller dans la solution de comment je fais pour que ça diminue tout de suite.
Voilà, donc ça, c'est l'étape qu'on saute tout le temps, mais qui est peut-être la plus importante. Mhm. Et après, déjà, ça va redescendre en fait, parce que déjà, on l'a accueilli en fait. Donc, c'est comme un enfant qui pleure. Si vous êtes juste, vous vous mettez en face de lui, je suis là pour toi, vous l'écoutez à cœur ouvert, et bien très vite, ça va redescendre. Là, c'est pareil avec votre émotion. Donc, on fait ça, et après, on va pouvoir aller comprendre le message et se dire, OK, donc là, j'aime bien l'image de je lui donne le micro. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi là cette colère? C'est quoi? Je manque de reconnaissance, je sais pas, c'est quoi ce stress? C'est quoi cette oppression là? Peut-être que j'ai besoin de respirer, j'ai pas assez de temps pour moi. C'est quoi le Alors ça, message? C'est quoi le besoin? moi je remarque, hein, parce que avec J'arrête de râler, c'est un sujet que j'aborde beaucoup et je remarque que, et même pour moi au début, j'avais tellement l'habitude de pointer du doigt les coupables, j'avais tellement développé ce réflexe de il y a un truc désagréable, je sais pas ce que c'est, mais du coup le je sais pas ce que c'est devenait c'est la faute à qui? Ouais. Il y a un truc désagréable, c'est la faute à qui? Et je remarque que c'est souvent difficile parce qu'encore une fois, on n'a pas appris, c'est comme une rééducation de se dire qu'est-ce que c'est qui est derrière? Je suis fatiguée, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin. Très vite, on se dit qu'est-ce qui se passe? Mm. Personne m'aide. Mm. Et on Ouais, c'est va. ça. Donc, c'est intéressant d'être vigilant à ce moment-là, de se dire non, de quoi j'ai besoin moi? Mm. Et qu'est-ce que je peux faire pour moi? Pas tout de suite, qu'est-ce que les autres peuvent changer? C'est cette Mhm. question-là, en fait. De quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et donc là, la réponse à cette question, ça va peut-être être, bah, j'ai besoin d'en parler avec mon chef, mon mari, mes enfants, enfin, de faire une mise au point, une explication. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, parfois, il n'y a pas d'action possible, vraiment. Parfois, enfin, l'action, ça va être d'essayer de réguler cette émotion. Donc là, il y a tout un tas de méthodes, hein. J'ai besoin peut-être de me changer les idées, de réorienter mon attention. Je sais pas, j'ai eu une réunion qui s'est mal passée, je suis en train de ruminer ça en boucle. Là, j'ai juste besoin de casser ce petit moulin-là, de l'arrêter. Donc peut-être que je vais aller réorienter mon attention je vais regarder une comédie, voir des amis, faire une activité qui va me procurer des émotions positives, parce que n'oublions pas que les émotions positives, c'est vraiment le meilleur antidote au stress et aux émotions négatives. Donc ça peut être ça peut être j'ai besoin effectivement là d'aller boxer, me défouler. Ça peut être j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Ça peut être j'ai besoin de détendre mon corps. Je vois que mon corps est totalement stressé, je vais détendre mon corps et ça va détendre mon esprit. Enfin, voilà, c'est un peu la dernière étape, c'est la régulation. Quand on voit que l'émotion, malgré ce moment d'accueil, elle est encore très forte, eh bien, on va aller essayer d'agir et réguler Mhm. avec toutes les méthodes qui existent, et il y en a beaucoup, et on a tout intérêt à maîtriser vraiment ces grandes stratégies de régulation et à ne pas avoir qu'une seule stratégie de régulation. On ne peut pas se dire juste j'ai le yoga, ça me suffit. Non, il va falloir jongler Je avec crois que les stratégies. dans ton livre, tu nous proposes 5 grandes stratégies pour réguler le stress et les émotions négatives. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc c'est un petit peu ce que je disais, mais pour les remettre toutes, donc on a déjà modifié la situation, parfois, même souvent, on a le pouvoir de modifier la situation et c'est des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, une imprimante qui tombe en panne systématiquement ou le fait que tous les matins on est stressé parce on a nos enfants, on est en retard avec les enfants à l'école, etc. Tout ça, c'est des situations qui sont modifiables. On peut mettre le réveil un peu plus tôt, on peut dépenser un peu de sous pour soit racheter une imprimante ou la faire réparer, etc. Et tous ces petits irritants, ça a l'air de rien, hein, mais ça finit par nous pourrir la vie et impacter notre bien-être physique, mental, émotionnel. Donc, ne pas oublier qu'on a un pouvoir énorme de modification et en même temps, parce qu'on s'habitue tellement à tout, c'est une capacité extraordinaire, mais que on oublie ça. Donc ça, c'est Oui, la c'est vrai que première chose. dans J'arrête de râler, c'est ce que je disais. Je disais, l'objectif, encore une fois, il n'est pas de mettre des lunettes roses et de prétendre qu'il n'y a plus rien qui m'agace. L'objectif, il est aussi de se dire, je vais supprimer les irritants. Il y a beaucoup d'irritants de mon quotidien dont j'ai la possibilité de les supprimer. Souvent, on ne voit pas ces possibilités de les Ouais, supprimer parce ouais. qu'on est un peu habitué à être victime et à pointer du doigt les coupables. En fait, ce jeu de je suis victime et je pointe du doigt les coupables devient en fait finalement normal parce que tout le monde le fait autour de nous et ben voilà, on fait juste comme tout le monde et pas forcément plus que les autres, on le fait juste normalement, quoi. Et on réalise pas en fait qu'on peut prendre les choses en main et qu'il y a des choses qu'on peut, comme tu dis, réparer l'imprimante ou télécharger des podcasts comme ça, bah, quand il y a des bouchons dans la voiture, et bah, finalement, c'est pas tellement un problème parce qu'on écoute un truc passionnant.
Il y a des actions qu'on Exactement. peut faire pour ne plus être aussi affecté par ces choses. Et même des sujets complexes, là, ça me vient, mais moi, par exemple, le sommeil des enfants, qui peut vraiment pourrir la vie, hein, moi, j'ai vécu ça, mes deux enfants ont eu des problèmes de sommeil et à un moment, c'est devenu insupportable. Et pour autant, j'ai mis longtemps avant de me dire, je vais vraiment faire quelque chose. Je subissais, mais c'est aussi la fatigue, hein, et à un moment, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue spécialiste du sommeil de l'enfant. J'ai appliqué, c'était génial. En 15 jours, c'était terminé et il dormait. Enfin voilà. Donc c'est juste se dire parfois, pareil, à un moment où c'était compliqué avec mes enfants, j'ai recontacté la même psychologue pour la gestion des émotions des enfants, parce que même si je connais bien ces sujets, bah, je ne suis pas non plus spécialiste de l'enfant. On a mis en place tout ce qu'elle nous a dit, un conseil de famille, etc. Et ça a révolutionné le quotidien. Donc même des sujets qui semblent un peu complexes, en fait, parfois on a besoin d'être un petit peu aidé. Mais ce sont des situations modifiables. Donc, je appelle à toutes les mamans qui subissent depuis 5 ans des nuits interrompues. Voilà, vous pouvez changer la situation. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est vraiment très importante. La deuxième chose, on en parlait tout à l'heure, c'est réorienter son attention. Parce que on a tendance parfois à rester, à mouliner sur le même truc. Donc, on va choisir des activités qui vont nous captiver. Par exemple, on va faire une partie d'échecs ou un jeu de société ou regarder une vidéo qui est agréable. Ça peut être plein de choses, mais dès qu'on réoriente notre attention, et ça on peut le faire aussi avec des pensées qui viennent comme ça, hein, de se dire, oh, j'ai encore cette pensée, ça fait 1000 fois qu'elle revient. Hop, je me pardonne d'avoir cette pensée, je pardonne cette pensée et je choisis autre chose. Je choisis à nouveau une autre pensée. Donc ça, on a ce pouvoir de réorienter notre attention. Et plus on va le faire, et plus au bout d'un moment, ça va arrêter d'aller en permanence sur des choses désagréables. Et plus ça va se faire facilement. Donc ça, c'est une méthode. La troisième méthode, c'est détendre le corps pour détendre l'esprit. Donc ça peut être à travers du yoga, de la relaxation, hein, tout simplement. En 2 minutes, on peut contracter toutes les parties de son corps très 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 fort et on relâche tout d'un coup. Et déjà rien que ça, on peut le faire quelques fois. On peut faire les parties une par une et puis ensuite tout le corps. Et fou, déjà ça redescend. Donc même la marche, l'activité physique, tout ça, le corps, c'est extraordinaire de passer par le corps, ça marche très bien. Ensuite, il y a toute l'expression. Donc, on a parlé de l'expression physique, l'expression verbale, avoir un petit carnet où on note. C'est l'écriture un petit peu des émotions assez spontanées et intuitives. On laisse notre main finalement faire le travail, raconter ce qu'elle a envie de raconter. Et puis, on laisse sortir. Ou dès qu'on a une pensée négative, hop, on la note sur un petit carnet. Elle va peut-être revenir une ou deux fois, puis après, c'est bon. Elle sera sortie, en fait. Elle sera exprimée, elle sera notée. Donc parler aussi, parler, ça peut être un professionnel, mais ça peut être aussi sa meilleure amie. Voilà, tout ça, ça fait énormément de bien, ça permet de réguler. Et puis la dernière stratégie, c'est la stratégie de changer sa perception, parce que finalement, c'est vraiment notre perception des événements qui nous stresse plutôt que les événements en eux-mêmes. Et donc pour ça, bah, c'est relativiser, c'est se dire, est-ce que vraiment, dans 5 ans, ça aura encore de l'importance, cette histoire, et dans 50 ans? Et surtout, ma question préférée, c'est toujours, quel est le cadeau caché dans cette difficulté, cette situation? Parce qu'il y a toujours un cadeau caché, et même dans les situations les plus dramatiques, hein, même dans les licenciements, les deuils, les maladies, euh, voilà, il y a les ruptures, il y a toujours, toujours quelque chose de positif à en tirer. Et ça, c'est vraiment un nouveau mindset à adopter, une espèce de réflexe. C'est quoi le cadeau caché? Hmm. Et moi, je dis Et- souvent, tout est parfait. Et c'est ouais, difficile hein, quand on dit ça. Ouais, ouais, t'exagères, Christine, non. ouais, Et c'est vrai, c'est difficile de dire ça. Mais parfois, c'est ouais. intéressant de se dire, tiens, et si, et si ce qui est en train de m'arriver, c'était parfait? Alors, derrière, du coup, on est un peu, c'est pareil, est-ce qu'il y a un cadeau caché ou il y a ce côté, c'est mon chemin de vie. Il y a quelque chose Mm. pour moi à vivre là et il y a une richesse à trouver dans cette situation. Et donc, je peux me convaincre que c'est pas vrai et je peux résister cette idée-là. Et du coup, ben, toute mon attention va être sur la souffrance, sur la colère, sur l'injustice. Voilà, je peux mettre toute mon attention là-dessus, mais du coup, ça va devenir ça, ma réalité. Et je vais être Mm. enfermée là-dedans. Ou je peux ouvrir une porte qui est peut-être plus difficile à ouvrir et qui demande plus d'audace de dire peut-être que à travers ce qui m'arrive là, ben, il y a une richesse, oui, il y a un cadeau caché, il y a quelque chose à vivre pour moi, il y a une expérience de vie
je peux choisir comment je veux vivre ça, en fait. Je peux pas choisir ce qui m'arrive, mais je peux peut-être choisir comment moi je veux vivre cette situation et où est-ce que je veux mettre mon attention alors que je vis cette situation qui peut être douloureuse et difficile et venir vraiment nous challenger. Et oui, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile, surtout sur le moment. Après, souvent, quelques années plus tard, on se dit, mais oui, bien sûr, le cadeau caché, c'était ça. Mais sur le moment, c'est vraiment un exercice et c'est un exercice de foi, hein, quelque part, de se Mhm, dire, j'ai foi, effectivement, je pense que le plan est toujours parfait, qu'il y a un plan parfait pour moi et que, comme tu dis, si ça m'arrive, c'est pour une bonne raison et donner du sens, ça aide énormément aussi à traverser les événements. Donc mhm, oui, je pense que c'est une stratégie qui fonctionne beaucoup, surtout dans les situations non modifiables, pour le coup. mhm, mhm. Alors, pour réussir à faire tout ça, j'ai quand même l'impression qu'il faut qu'on ait une espèce de base et qu'on ait peut-être posé des fondations qui nous permettent de prendre soin de ce terrain émotionnel. Est-ce que tu as des recommandations sur ce qu'on peut faire pour vraiment transformer notre terrain émotionnel en profondeur et avoir peut-être des habitudes ou une hygiène ou au quotidien, ce qui fait que quand il y aura quelque chose de vraiment difficile, on arrivera à aller puiser dans nos ressources. Parce que voilà, je trouve que quand on n'a pas de base, c'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué. Et puis la vérité, c'est qu'on part pas tous du même niveau, du même niveau de base en termes de bonheur, de bien-être, d'anxiété. Donc c'est vraiment quelque chose à intégrer, qu'à la base, on a un terrain, mais qu'on peut le travailler. Et ça, c'est assez extraordinaire. En revanche, il faut être conscient que de changer et modifier son terrain, ben, ça prend du temps, parfois de l'énergie, c'est du travail, il faut marcher le chemin. Enfin, c'est vraiment et il faut aussi travailler sur toutes les dimensions. C'est-à-dire que déjà notre corps, tu en parles beaucoup, mais le corps va être essentiel. On va travailler, par exemple, une hygiène de vie. On sait le lien entre l'hygiène de vie, l'alimentation, le sport, le sommeil et notre état émotionnel. Donc, par exemple, on sait que faire 3 fois 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, type jogging modéré, natation un peu intense, etc., ça a le même effet que les anxiolytiques et les antidépresseurs les plus puissants. Donc, c'est quand même intéressant dans un pays champion de Mhm. consommation. Par contre, évidemment, ça ne va pas agir en une semaine. Les études, elles sont sur plusieurs mois. Donc, il faut être patient, il faut avoir une pratique régulière. Mais ça, je trouve que c'est une dose quand même, c'est assez magique de se dire ça. Donc, on va travailler sur tout ça. On va prendre soin de son microbiote. Là aussi, les études sur les souris nous montrent que c'est dingue. Quand on change de microbiote, eh bien, le comportement d'une souris va complètement changer. Une On a un souris qui épisode, est... il y a un épisode de Ouais, podcast, je le mettrai dans les notes de cet épisode, mais il y a un ouais. épisode de podcast qui parle du lien entre le microbiote et le burn-out. Voilà, et le microbiote, bah, c'est très important. On est encore au tout début des découvertes sur ces sujets et surtout des actions, mais déjà avoir une alimentation variée, consommer des probiotiques, etc. On peut commencer à faire des choses sur notre microbiote. Donc tout ça, déjà, cette hygiène de vie un peu thérapeutique et préventive, ça va beaucoup nous aider. La respiration aussi, essentielle de réapprendre à respirer. Parce qu'on est, voilà, on vit beaucoup souvent dans nos vies. D'ailleurs, notre vocabulaire le dit, hein, je suis sous l'eau, je n'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de souffler. Donc, réapprendre à respirer, faire des pauses Ça respiratoires. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai découvert le yoga en Californie où je vis et il y a beaucoup de yoga. Il y a des studios de yoga partout. Enfin, maintenant, ça se développe aussi énormément en France, hein. Et j'ai réalisé qu'une des plus grandes forces de ce que j'ai appris dans le yoga, c'est de devenir un yogi. Et en fait, qu'est-ce mm, que c'est un yogi? C'est quelqu'un qui va réussir. Un yogi, on n'est pas yogi sur notre tapis de yoga. On est yogi sur le terrain de jeu de la vie. Et mm, parfois, c'est la bataille de la vie. Parfois, il y a des choses difficiles, il y a des challenges, il y a des, voilà. Et c'est dans ces moments-là que j'arrive à garder ma posture de yogi. Et j'y arrive parce que j'ai travaillé ma respiration et j'ai travaillé ma posture sur le tapis, en fait. Mais il y a vraiment un reflet et notamment cet ancrage qu'on mm. arrive à avoir avec notre posture et avec notre respiration nous permet, quand on se fait attaquer, agresser, ou de ne pas se laisser renverser, en fait. Euh, Complètement. Moi aussi, je suis aussi fan de yoga et c'est vrai que ça m'aide énormément pour la respiration et bien au-delà et pour la décontraction, hein. J'aime bien cette notion de yoga de décontracte ce que tu peux décontracter dans une posture et dans la vie, c'est pareil. On n'est pas obligé d'être tout le temps contracté de partout. Enfin, il y a vraiment aussi cette idée-là.
Donc ça, c'est l'hygiène de vie thérapeutique. Et peut-être un des points aussi que je voulais vraiment mentionner, c'est les temps de récupération. Parce que finalement, notre problème, c'est pas le stress en soi, c'est qu'on manque de temps de récupération. Et donc, c'est comment on se met dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années, des temps de récupération qui vont vraiment finalement nous permettre de nous régénérer, de pas être dans une espèce de stress permanent. Et ça se travaille, hein, parce que notre agenda, il a horreur du vide et il se fait en plus bouffer par les autres. Donc, sanctuariser ces moments-là, et ça, moi, vraiment, je le fais de façon religieuse parce que c'est vraiment essentiel. Et dès que je le fais plus, je vois vraiment l'impact. Donc, d'avoir ces petits moments de pause, ça peut être le moment de yoga, etc. Mais même au sein de chaque journée, des petites pauses respiratoires, un peu comme les fumeurs vont fumer, même si on n'est pas fumeur, on peut aller faire quelques respirations profondes, la cohérence cardiaque dont on parle beaucoup. Enfin, tout ça, c'est une hygiène de vie qui va petit à petit nous transformer. J'adore, Et puis après, j'adore l'analogie avec la pause cigarette. Je vais aller ah faire oui, ma pause. Au lieu de me bousiller les poumons, je vais aller oxygéner mes poumons. Mais en tout cas, c'est la pause poumon, quoi. Tu choisis ton clan. bah oui, c'est ça. Non, mais il y a quelque chose de ça hein, dans le comportement des fumeurs. C'est pour ça que aussi c'est difficile d'arrêter. Hein. C'est ce truc de je respire profondément et Yeah. je vais prendre l'air, je vais discuter avec un collègue. Enfin, tout ça. Donc finalement, on devrait faire la pause clope, mais sans clope. Voilà, ça serait pas mal. Donc c'est à inventer. Et puis, bon, voilà, il y a aussi donc, ces temps de récupération. Et après, il faut être conscient qu'il y a un travail de fond à faire, beaucoup d'entre nous, sur, euh, sur nos blessures, sur peut-être le transgénérationnel, un travail parfois plus au niveau énergétique, cellulaire. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui. Et donc, d'aller explorer tout ça, moi, j'adore explorer des choses. Je trouve que c'est important d'aller explorer pour se libérer et puis certainement libérer aussi nos enfants et toutes les générations suivantes d'un certain nombre de blessures, de traumas, de croyances limitantes, de peurs qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a du travail, mais ce travail, quelque part, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raccourci. On a tous un travail à faire. Mm. Oui, parce que cette réaction qu'on peut avoir face à un irritant, parfois n'a rien à voir avec l'instant présent, en fait. C'est en effet des choses qui ont été vécues dans le passé et qui n'ont pas été vécues, en fait, qui ont été traumatisées ou stockées. Et donc, en fait, ça vient réveiller un trauma ou une blessure, soit de notre propre vie, soit du transgénérationnel. Et donc, effectivement, parfois, cette difficulté qu'on vit dans l'instant présent n'a finalement pas tellement à voir avec l'instant présent, a surtout à voir à des choses qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été soignées, liées à notre passé. Et le bon indicateur, c'est de se dire, est-ce que ma réaction est disproportionnée en général? Mhm, Est-ce que mon voisin ou un individu lambda aurait réagi de la même façon que moi, ou mhm, réagirait de la même façon que moi? Et si la réponse est non, c'est certainement qu'il y a un trauma mhm, passé, peut-être effectivement transgénérationnel à travailler. Et voilà, c'est d'accepter que c'est aussi notre chemin, comme tu disais, certainement, le chemin de vie, de travailler certaines blessures et de les dépasser même si ça prend à nouveau. C'est vrai que c'est un travail. Il faut accepter que ça peut prendre un peu de temps, mais c'est tellement gratifiant quand on avance sur ce chemin-là. mhm, mhm. Alors, j'ai envie on amène la conversation maintenant un peu sur la confiance en soi, parce que je Mm. remarque que souvent, ce qui nous empêche d'être heureux 7 jours sur 7, c'est que on se juge, on se limite, on se juge, on a envie de faire des choses, on a envie, mais on n'ose pas, et du coup, on s'en veut, et on est un peu dans un cercle vicieux lié à ce manque de confiance en nous. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la de la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est, et puis comment la développer? Oui, alors c'est vrai que sur la confiance en soi, je trouve que c'est intéressant d'avoir une approche vraiment multidimensionnelle, à la fois de ce que c'est et de comment on peut la développer pas à pas, parce que là encore, hein, c'est un chemin. Parce que dans la confiance en soi, parfois on peut se dire non, mais c'est bon, j'ai confiance. Mais en fait, dans le cœur, dans le corps, c'est pas du tout ça. Donc il faut quand même essayer d'aligner la tête, le corps, l'esprit. Donc concrètement, évidemment, le mental joue un rôle. Donc sur le mental, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller développer notre optimisme profond, un espèce d'optimisme. Et dans optimisme, ben, on va aller chercher la racine latine, tout simplement, optimus, le meilleur. Et donc on va s'entraîner systématiquement à voir le meilleur. Le meilleur chez nous, le meilleur chez les autres, le meilleur dans la vie, dans ce qui nous arrive. On va s'attendre au meilleur
Vraiment, ce réflexe de chercher le meilleur, ça va beaucoup nous aider, le meilleur de nos journées, hein, c'est un peu le journal de gratitude, tout ça, ça nous aide vraiment à devenir optimiste. Et puis, on va s'entraîner aussi à travailler sur nos croyances limitantes et sur toutes les pensées qui en découlent. Mais la source, souvent, c'est ces croyances limitantes. Donc ça, sur le mental, on peut travailler là-dessus. Après, on peut travailler sur notre corps, et tu le sais, tu en parles beaucoup, mais sur notre posture, par exemple. Une posture de confiance, les fameuses postures de pouvoir. Alors, même s'il y a des choses qui sont un peu discutées, mais c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre notre posture et notre confiance en soi. C'est impossible, si on a une posture de faiblesse, qu'on on est complètement recroquevillé, c'est impossible de se sentir en confiance. Et Mhm. donc, cette idée de, plus globalement, au-delà de la posture, il y a une règle et quelque chose qui est vraiment démontré par les études, c'est un petit peu le fait comme si agis comme si. Donc, agis comme si tu étais confiant finalement. Donc, par exemple, je vais arriver dans une salle de réunion. Avant, je serais allée me cacher dans un petit coin. Mais finalement, si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je ferais? Bon, bah, j'irais me mettre en plein milieu de la salle, en plein milieu pour être vraiment vue de tous. Et ben donc là, je vais m'entraîner à faire ça. Et puis petit à petit, ça va devenir une seconde nature. Mais au début, ça va être un peu difficile. Donc et puis voilà, je vais travailler vraiment à agir comme si j'étais déjà confiant. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider. Et puis après, il y a le corps et l'esprit, évidemment. Et là, qu'est-ce qui va nous aider pour se sentir vraiment confiant dans notre cœur? Et là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, une espèce de foi, en fait, d'avoir foi en soi, en la vie. Et là, qu'est-ce qui va m'aider? Bah, c'est de me connecter à mon intuition, peut-être à la spiritualité. Moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est la visualisation. C'est de se visualiser dans la situation euh, que j'ai envie d'obtenir et de ressentir toutes les émotions liées à cette situation. Et petit à petit, à force de faire cet exercice, non seulement on avance vers la réalisation, mais en plus, on est de plus en plus confiant dans le fait que ça va arriver, parce que finalement, notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Donc, il est confiant. Déjà, c'est déjà là, en fait. Donc ça va énormément aider, visualisation et bien sûr, action. Ce qui va me donner confiance aussi, c'est d'être dans l'action, c'est de poser des actes, comme tu dis, à la hauteur À de la mes hauteur de mes ambitions. ambitions. Voilà, exactement. Et de sentir que j'avance en fait vers mon projet. Donc je sais que dans 10 ans, je vais être là. Donc dans 5 ans, il faut que je sois là. Dans 3 ans, il faut que je sois là. Donc dans un an là. Et puis du coup, comment je répartis? Moi, ça me donne énormément confiance aussi. C'est des outils du coaching, mais de poser ça et de me dire, bah oui, mais en fait, c'est complètement tout à fait possible d'être là dans 10 ans si je fais tout ça. Et puis petit à petit, d'avoir tout décomposé. Donc tout ça, ça devient, c'est un espèce d'ensemble tête, corps, cœur, esprit, qui fait qu'on avance vers une confiance qui est incarnée, qui est vraiment ressentie. Parce qu'une confiance qui est juste dans la tête, c'est Ouais. pas vraiment une confiance. Voilà, j'explique ça moi aussi, cette réalisation. En tant que coach, j'ai beaucoup travaillé pendant des années sur le mindset, sur l'état d'esprit. Et c'est vrai, penser positivement, l'optimisme, le positif, et puis lire des livres qui nous passionnent. Combien de personnes lisent des livres et soulignent et disent, ah mais c'est génial, mais c'est génial. Et puis on lit les pages du livre et on sent que tout est possible. On sent que tout est possible et on a la patate et on a des envies qui émergent et on a envie de plein de choses. Mais après, on se relève le lendemain matin, ce qu'on a lu le soir en se couchant, on se relève le lendemain matin Mhm. et puis là, on est à nouveau enfermé dans mais je suis nul, je suis pas capable. Et c'est comme si nos croyances limitantes étaient créer une espèce de carapace sur notre corps, en fait. Donc, dans notre tête a appris que c'était possible, qu'on pouvait dépasser nos peurs, qu'on était capable. On a appris plein de choses au niveau de notre mindset, mais on est enfermé. Aussi, on est aussi enfermé dans une manière d'être. On a été élevé dans notre famille. Moi, je suis la troisième de la famille, et puis il y a l'histoire de qu'est-ce qu'on racontait sur moi quand j'étais enfant, il y a mon positionnement dans la fratrie, et puis il y a toutes ces règles de société où on nous a appris à être modeste, et donc à pas trop, si je commence à avoir confiance en moi, on risquerait de penser que je suis prétentieuse, et donc il y a beaucoup de choses qui font que bah, le matin, justement, on arrive à la salle de réunion et on se met dans un coin. Alors qu'en fait, on a envie de développer notre leadership, on a envie d'être sélectionné pour prendre un rôle sur un projet qui nous intéresse, mais on n'y arrive pas. Mhm. Et, euh,
et moi, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de très intéressant d'aller libérer le corps. Et par exemple, moi, la danse, on Mm. parlait de la boxe aussi tout à l'heure, par le mouvement, en fait, d'être dans ces postures de confiance, de prendre de la place et de nous exprimer, d'être dans notre puissance, dans notre brillance, dans notre lumière. Peut-être dans un premier temps, sur des pratiques sur lesquelles il n'y a pas d'enjeu. Par exemple, un cours de danse ou par exemple un cours de boxe. Bah, un cours de boxe, si on veut apprendre à poser nos limites et qu'on veut avoir confiance en nous pour oser dire non, bah, peut-être qu'on n'arrive pas à le faire à notre patron. Mais par contre, dans le cours de boxe, on peut donner le coup et libérer le corps qui, lui, va dire non. Et quand le corps s'autorise à dire non, bah, après, peut-être qu'on arrivera à le dire avec notre bouche. Mais il y a tous ces enfermements sur le corps qui sont Mm. intéressants. Et moi, la danse, je pratique notamment dans tous mes stages, toutes mes retraites et tous mes programmes de développement personnel, j'amène le Nia. Et ce que j'aime beaucoup dans cette pratique du Nia, c'est qu'il y a un côté danse, joyeux et tout ça, mais il y a aussi un moment donné dans le cours où il y a un côté un peu boxe, justement, taekwondo et tout ça, où on pose des limites, où on pose des cadres et où on peut aussi exprimer. Donc, autant le côté optimiste de la vie que le côté non, je veux poser un cadre, je veux poser mes limites. Et ça, c'est des enfermements dans le corps. Ouais. Pareil aussi la course à pied, si on se sent, on se dit mais moi j'arriverai jamais à écrire un livre ou moi j'arriverai jamais si j'ai une promotion pour ce job, ça se trouve j'arriverai pas à être à la hauteur du job, j'arriverai pas à dépasser les obstacles du job. Ok, on peut avoir ces croyances. N'empêche que quand on va courir et qu'on arrive à monter la côte, et ben quand on arrive à monter la côte et qu'on arrive à trouver le carburant en nous pour monter la côte, eh ben on a une expérience corporelle de je suis capable de mettre la patate sur quelque chose de difficile. Et donc, je suis Ouais, capable complètement. physiquement de le faire. Et Mm. cette capacité physique, ensuite, je peux l'amener dans mon projet de carrière ou de vie. Mais je trouve que les deux, effectivement, vont vraiment ensemble. Oui, et ça peut beaucoup aider vraiment de travailler aussi sur le corps. Et après, je pense qu'une des clés, c'est vraiment de travailler ça au quotidien. Moi, la visualisation, je le fais tous les jours et chaque jour, je visualise un de mes désirs. Tu parles beaucoup des désirs, mais c'est vrai que chaque jour, je visualise un désir. Parfois, il y en a qui reviennent plusieurs fois et puis parfois, je change parce que nos désirs changent en permanence. Mais ça, c'est une pratique vraiment quotidienne pour moi et chaque jour, je me dis, c'est quoi les trois petites actions que je peux faire aujourd'hui pour aller vers mes rêves et pour aller vers mes désirs. Quand je suis sous la douche, je me dis, OK, c'est quoi les trois petites choses? Et c'est vrai que de mettre ça dans le quotidien, vraiment dans chaque journée, c'est ça qui va faire que petit à petit, on va se dire, bah oui, en fait, j'ai de plus en plus confiance parce que chaque jour, j'avance vers ça. J'ai juste lu un bouquin et je laisse tomber et puis je fais rien pendant 3 mois, c'est plus compliqué. Mais si on a des rituels quotidiens qui nous aident à construire notre confiance, ça devient de plus en plus profond, de plus en plus solide et aligné. Hmm. Beaucoup de femmes qui viennent à mon séminaire Wake Up que j'organise 2 fois par an en France me disent, mais moi je sais pas ce que je désire en fait. J'ai tellement mis mon attention sur les attentes des autres ou sur mes croyances limitantes. En fait, j'ai tellement mis mon attention sur les attentes, ce que les autres attendent de moi et sur mes croyances limitantes que si le matin j'étais sous ma douche et que je me posais la question, qu'est-ce que je désire? En fait, je sais pas. Mm. Je sais pas ce C'est que le je cas désire. de beaucoup de gens. Moi aussi, je rencontre beaucoup de gens comme ça qui disent, je sais pas ce que c'est mes rêves et mes désirs. Et je me dis, ouh là là, il faut vite que tu te reconnectes à toi-même et que tu prennes un peu de temps parce que c'est du temps. Enfin, il y a plein de façons de le faire, de laisser l'intuition, mais il faut prendre du temps. C'est pas en enchaînant les réunions toute la journée puis s'occupant des enfants toute la soirée. Et voilà, qu'on peut avoir un temps pour que ça émerge. Et moi, il y a des rituels que je fais régulièrement. Faire une longue méditation et puis ensuite des visualisations de mon avenir. Et parfois, il se passe rien la première fois parce qu'on est tellement déconnecté. Mais peut-être que la deuxième fois, on va voir un peu plus de choses. Et puis peut-être qu'un autre outil comme le vision board ou quelque chose de plus artistique va mieux nous correspondre. Mais la première chose, c'est peut-être de laisser de l'espace pour se reconnecter à soi. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont totalement déconnectés. Et moi, par moment, je l'ai été aussi, complètement. Et par exemple, quand on vient d'avoir un enfant, c'est très compliqué d'être connecté à soi. Donc, c'est petit à petit de réapprendre ça pour se redécouvrir et refaire connaissance avec soi-même. Parce qu'en plus, on n'est certainement pas on n'est pas la même personne qu'on était il y a 1 an, il y a 10 ans. Donc, c'est régulièrement se reconnecter en profondeur. Et puis, se faire accompagner aussi, se faire coacher, ça peut aider.
pour ce processus, parce que parfois, on ne sait vraiment pas comment s'y prendre pour Mm. travailler sur ses valeurs, qui on est, ses désirs, sa vision, etc. C'est vrai qu'il y a des méthodes et il y a des outils, donc, mais encore faut-il à nouveau prendre ce temps. Est-ce que tu peux nous parler de la méthode DROP dont tu parles dans ton livre? Oui, alors la méthode DROP, c'est une méthode de visualisation, parce que tu l'as compris, je suis très adepte de visualisation créatrice, donc je travaille beaucoup avec la méthode de Joe Dispenza, mais aussi dans la méthode DROP, ce que je trouve intéressant, donc elle a été développée par le psychologue Yves-Alexandre Thalmann, qui s'est lui-même inspiré des travaux de Gabrielle Oettingen de l'Université de New York. Elle a étudié la pensée positive d'une façon scientifique, et elle a observé des tas de gens, je crois plus de 10 000 personnes, qui appliquaient la pensée positive de différentes manières. Et elle a remarqué que ceux qui avaient le plus de résultats, c'était ceux qui visualisaient non seulement l'objectif, mais aussi vraiment les étapes pour y arriver et les obstacles qu'ils allaient rencontrer et comment ils allaient dépasser ces obstacles. C'est sortir aussi de l'illusion de la vie parfaite, du parcours qui va être forcément facile et parfait. Donc les 4 étapes, bah, c'est d'abord désir. Donc bah, ça commence par le désir. Donc se reconnecter à son désir, ça va être la première étape. Et puis l'exprimer peut-être assez clairement. Ensuite, la deuxième étape, c'est résultat, c'est se visualiser avec ce désir réalisé. Et donc là, évidemment, ce qui va être le plus important, c'est de ressentir toutes les émotions positive que l'on ressentira quand ce désir sera réalisé. Donc, on va vraiment essayer de le ressentir dans notre corps, de voir toutes les images, de se faire le film, en fait, de ce qui va se passer, en quoi ça va impacter notre vie, qui d'autre que nous va être heureux de ce résultat. Et puis vraiment, vraiment ressentir, hein. Là, la clé, ça va être les émotions qu'on va ressentir. Ensuite, le haut, c'est les obstacles. Alors, c'est les obstacles, mais c'est aussi toutes les étapes. Comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat? Et ça, souvent, on oublie un petit peu cette étape-là. On n'est pas obligé de la faire systématiquement, mais c'est essentiel de la faire de temps en temps. Comment on va arriver là? Et puis ensuite, le P, c'est le plan d'action. Parce que la pensée positive, c'est très important, mais l'action positive, c'est aussi très important. Et c'est bien d'avoir les deux. Parfois, on rentre dans quelque chose de pensée un peu magique, comme si le fait de ne pas juste de penser allait suffire. Mais il y a un moment, il faut aussi l'action. Donc, c'est important d'avoir les deux. Et cette méthode, elle est vraiment puissante. Et si on rajoute un petit peu la touche de Joe Dispenza, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il va nous inciter à nous visualiser par exemple, en ayant dépassé nos croyances limitantes, en ayant plutôt intégré la croyance aidante qu'on a envie d'intégrer, et visualiser notre vie. Et après, il nous incite aussi à être dans l'action, mais comme si on était déjà cette personne, dès maintenant. Et donc se dire, OK, si j'ai envie d'être, je sais pas moi, dans l'abondance, et ben, je vais dès maintenant me comporter comme quelqu'un qui est dans l'abondance. Donc, qu'est-ce que Mm. je ferais? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je ressentirais? Et ben, par exemple, je serais évidemment, la première chose, c'est que je donnerais énormément. Je donnerais, j'offrirais des cadeaux, sans entrer dans évidemment un comportement néfaste, mais d'être dans cette idée que on peut donner parce qu'on s'est créé. Et donc ça, c'est un exemple. Et évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est pareil. Il dit aux gens qui sont malades, imaginez que vous êtes complètement guéri, ce serait quoi votre comportement? Et ça, les études le montrent. Quand on demande à des gens un peu âgés de se débrouiller complètement tout seuls, de porter leur valise, de faire un truc, ben en fait, on observe qu'ils rajeunissent biologiquement. Mm. Donc, tout simplement parce qu'on leur a dit de se débrouiller et de faire comme si ils étaient plus jeunes. Et donc, ils rajeunissent vraiment, et même en termes cognitifs. Donc, ça marche vraiment de faire ce genre de choses. C'est intéressant, je savais pas que ça faisait partie de la méthode Drop et de ce que disait aussi Joe Dispenza. Et dans mon séminaire Wake Up, j'invite les participants à se fixer des objectifs qui sont vraiment alignés avec leurs désirs profonds. Donc, on a tout un exercice, on passe toute une après-midi là-dessus. Et j'utilise le comme si, je savais pas que ça faisait partie de ça. Et je parle de ça notamment. Et je raconte cette histoire de quand j'ai commencé à écrire mon livre. Je me suis projetée à m'imaginer que ce livre pourrait marcher. Il y avait aussi une part de moi qui disait n'importe quoi, pour qui tu te prends, qui es-tu pour prétendre que tu peux écrire un livre, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, mieux que toi, laisse tomber. Enfin, j'avais toutes les croyances limitantes d'un côté, et de l'autre côté, j'ai visualisé la possibilité que ce livre puisse marcher, et je me suis procuré un Hmm. beau stylo pour dédicacer les livres. Bah Et ouais, donc voilà, mais génial. si ce livre est un succès, il va falloir que tu le dédicaces. Tu vas te retrouver en librairie à le dédicacer. Et donc, bah, qu'est-ce que tu ferais? Bah, tu aurais un beau stylo. Ouais, D'accord? exactement.
Ouais. Et donc j'invite les participants de mon séminaire à décider, à identifier des actions comme si qu'ils peuvent en effet poser par rapport notamment à leurs désirs les plus challengeants, ceux pour lesquels ils sentent qu'il y a le plus de résistance, de justement prendre tout particulièrement le temps à ce moment-là de créer une condition comme ci. Super, super. Sarah, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu exprimer ou une idée ou un mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais dire à nos auditrices? Écoute, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets essentiels. J'aimerais vraiment que tout le monde retienne que c'est important de ressentir ce que l'on ressent. C'est peut-être le message le plus important et le plus loin de ce que l'on fait en général. Et après, vraiment construire, garder la foi sur le fait qu'on peut se transformer, que ça prend du temps, mais on n'est pas enfermé. C'est pas parce qu'on est anxieux ou déprimé. Sortons des étiquettes. C'est pas parce que on a été comme ça jusque-là qu'on le sera toute notre vie. Et on peut évoluer. Et c'est en faisant, grâce, voilà, à des gens comme toi et au travail de beaucoup de gens, eh bien, on peut changer. Et ça, c'est un message. On peut repousser des limites. En fait, il n'y a pas de limite. Notre potentiel est vraiment, illimité. Mm. Et puis, j'ai envie de rajouter, c'est dès qu'on commence à se mettre dans le mouvement de ce changement que tout commence déjà à changer. En fait, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but à atteindre et se dire, bah, une fois que j'aurai changé, je serai heureux. C'est non, c'est une fois que je commence à changer, je vais commencer à être heureux. C'est le fait C'est ça. de se sentir victime et coincé dans une impasse qui nous rend vraiment malheureux. Mais dès qu'on se met en mouvement, bah, déjà, il y a tout un élan de vie qui devient accessible. Oui, il y a cette espèce de joie du combattant, de cette joie qu'on retrouve la joie dans l'épreuve, en fait. C'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Cet élan de vie, quand on se reconnecte à nos désirs et vraiment ne laisser personne remettre en question vos désirs, en fait. C'est notre quête, notre vérité, nos désirs. Ça nous appartient et personne ne peut nous empêcher d'aller au bout. Et ça, voilà, moi j'ai des messages d'optimisme et je pense qu'on a besoin d'entendre ça et j'y crois à 200%. Formidable, formidable. Alors, bien évidemment, je vous invite à toutes les auditrices qui nous écoutent à vous procurer et à aller lire le livre de Sarah Sunday Monday Happy Days. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour suivre ton actu et pour être en lien avec toi? Et bien sûr, donc j'ai un site sarahallard.com et puis sur Instagram et LinkedIn, surtout. D'accord. Voilà. Formidable. Merci beaucoup, Sarah. À très bientôt. Merci Christine. Au revoir. Au revoir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.